tout est en règle. Alors, comprenez bien que sur la question du coaching, là, on en est à 100 années-lumière. C'est même pas la peine de leur en parler, c'est pas leur problème. Mais je dis bien, ça n'est pas leur problème. Ça n'est pas dans les tables de référence. Ce qui est dans leur table de référence, c'est l'action de formation. Donc, de deux choses une, ou vous faites une action de formation au sens légal du terme, ou vous ne le faites pas. Alors, quand on avait Bernard Dréano au service de contrôle, c'était quand même quelqu'un qui était capable d'apporter un peu d'interprétation. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Donc, si vous voulez, d'un côté, on est en train complètement d'ouvrir la loi depuis 2004 déjà, l'ouverture au développement des compétences, et de l'autre côté, on a eu jusque-là des services de contrôle qui étaient relativement très fermés. Ce que je ne sais pas, c'est à travers la nouvelle loi, qu'est-ce que ça va devenir? Parce que si vous voulez, à partir du moment où on supprime le 0,9, ça devient un marché libéral, très ouvert au monde de l'entreprise, donc dans une relation commerciale pure et dure. Est-ce qu'on continuera, à travers le dialogue social, à sanctionner ce qui ne représente pas une action de formation ou pas? Aujourd'hui, je ne sais pas. Voilà, donc je suis désolé, je ne peux pas en dire plus, mais en tout cas, ne vous attendez pas à être soutenu sur des opérations de coaching. Au contraire, vous serez challengé. Ce ne sera pas financé parce que ce n'est pas de la formation. Ça pourrait. C'est-à-dire qu'on a monté des dossiers, nous, où justement on a réussi à intégrer du coaching en le déguisant quelque part, mais en l'appelant formation-action, et en démontrant comment on accompagnait le développement des compétences. Pour ça, quand je vous en parle, je ne vous engage pas dans une voie qui serait un cul-de-sac. Il y a une réalité. Mais quand je vous disais qu'il va falloir apprendre l'ingénierie, il va falloir apprendre l'ingénierie. Il faut bien démontrer les résultats, le parcours, le process, etc. Et je ne sais pas du coup s'il n'y a pas un nouveau mot à inventer, parce que est-ce que ça pourra s'appeler du coaching ou pas? Je ne sais pas. Alors, bonjour. Donc, le système de certification était très clair, mais concernant donc l'éducation nationale et les systèmes de formation, c'est vrai que des fois, ils sont un petit peu éloignés des difficultés des travailleurs RQTH sur le terrain. Et par rapport à ça, je voulais vous poser la question par rapport au coaching des titulaires d'une RQTH. Je voulais vous demander si donc est-ce que vous vous accordez avec la mission handicap pour organiser le coaching, ou est-ce que vous regardez sur le terrain et vous procédez à des ajustements en fonction des corrections à faire? Alors je trouve que c'est une excellente question. On a travaillé avec les Cap Emploi, avec AGFIP, on a mené un certain nombre de réflexions. C'est vrai que le handicap n'a pas été beaucoup pris en compte jusqu'à présent. On fait des efforts, ça n'a pas été beaucoup pris en compte. Et mea culpa, jusqu'à présent, les normes sur la formation professionnelle n'ont pas pris en compte le handicap. Alors, l'éducation nationale, là, il ne faut pas la critiquer, pour le coup, elle a fait des efforts dans la mesure de ce qui était possible. Mais comme vous le soulignez, c'est pas tout à fait simple, c'est pas tout à fait facile. On se heurte aussi en France à des murs administratifs des deux côtés. Donc faire rentrer le handicap dans notre environnement n'est pas toujours simple. Mais ce à quoi je m'engage devant vous, puisque je préside les travaux sur la normalisation de la formation professionnelle, c'est à bien faire en sorte que dans les caractéristiques que l'on définira, le handicap soit pris en compte. C'est la seule chose que je puisse faire pour l'instant. Je n'ai pas d'autre pouvoir, malheureusement, pour aller plus loin. Mais si déjà la norme sur la formation professionnelle intègre des exigences au niveau des caractéristiques, des performances, d'accompagnement du secteur handicap dans la formation professionnelle et fait référence à ce coaching dont vous faites part, je trouve que ce serait une excellente idée. Donc je m'engage à porter l'idée dans la commission de normalisation. D'autres questions? Non? Bon, eh bien, je pense oui. Jean Potreau, coach. Dans votre analyse des différents types de consultants, qui est très intéressante et très pédagogique, il manque le mentoring, mentor. Vous le placez comment? C'est vrai qu'il est référencé, et en terminologie sur les normes de la formation, il est présent.
le mentor, on ne l'a pas mis directement dans le consulting, c'est clair. Il a une action un petit peu particulière. J'ai du mal à vous répondre. Est-ce que c'est un oubli ou pas? J'ai du mal à vous répondre. C'est une bonne question. Est-ce qu'on le met? Si vous voulez, bon, ma première réponse serait il est dans le chapeau du formateur avec un rôle un petit peu particulier. Parce que si vous voulez, le mentor, c'est un peu comme le tuteur. Bon. Voilà. Et donc, si vous voulez, il y a le tuteur, il y a le mentor. Bon, le mentor étant un tout petit peu différent du tuteur, puisque le tuteur va accompagner, justement, il va être pour une part dans l'accompagnement du développement de la compétence. Le mentor va s'intéresser vraiment à la valeur d'une personne, à la faire émerger, à l'accompagner dans son projet. Bon. C'est une forme de coaching. Voilà. Alors, moi, je dirais que dans notre typologie, c'est pour ça que je disais qu'il faudrait peut-être qualifier les coachs, parce qu'à mon avis, bien que ce soit forcément interdit quand on lit certains sites sur le coaching, mais il y a peut-être des coachs mentors, il y a peut-être des coachs experts, des coachs conseils, j'en sais rien. Mais voilà. Mais je pense que le côté mentorat est quelque chose qui se rattache à un des éléments que j'ai donné là. Je ne suis pas convaincu que pour l'instant ce soit vraiment une forme de consulting, je ne crois pas. Parce que là on s'est intéressé à la taxonomie du consulting. Voilà. Donc j'ai pas encore vu de consultant mentor. Mais ça peut venir. J'allais dire menteur, oui. Oh, c'est méchant. Les mentors, c'est un truc qui nous est venu encore dans un québécois. Hein. On n'avait pas ça avant. On avait le tuteur, on n'avait pas le mentor. Oui, je vous en prie. J'avais une autre question par rapport au secteur d'activité. En fait, je voulais savoir si pour tout ce qui est diagnostic hygiène, secteur de la restauration, s'il ne fallait pas obligatoirement développer une expertise entre guillemets sur le terrain avant de pouvoir coacher tout ce qui est restaurant, secteur du... Vous avez tout à fait raison, c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure en posant la question au moment de la certification, quand je disais par exemple que être formateur sans rien avoir à enseigner, c'est un petit peu bizarre. Être vendeur sans avoir de produits à vendre, c'est surprenant. Donc être coach avec zéro expertise de vie, hein, on va être méchant, mais zéro expertise de vie, quand j'étais jeune, j'ai fait toutes les études qu'il fallait, zéro expertise de vie, est-ce que c'est bien raisonnable d'être coach? Voilà, c'est une vraie question que je pose. Bon, donc vous avez tout à fait raison. Pour avoir coaché, pour avoir accompagné des entreprises du secteur du service, parce que moi je viens d'abord du monde du service, hein, et depuis 2007, d'avoir été happé par le monde industriel, il a fallu que j'acquière cette nouvelle culture de l'industrie. Alors il se trouve que quand on a 20-25 ans d'expérience, c'est plus facile d'acquérir une culture. Mais c'est vrai qu'avant d'avoir des prétentions de formateur, de coach, ce serait peut-être une bonne idée d'avoir une culture générale dans les métiers dans lesquels on va accompagner. Est-ce que c'est raisonnable de penser que on peut... alors attention, il y a différents niveaux, mais est-ce qu'il est raisonnable de penser qu'on va coacher une équipe de direction stratégique d'un groupe de 5000 personnes lorsqu'on n'a jamais managé une entreprise? Je ne suis pas convaincu. Comment? Je pense que c'est très difficile. Parce que je pense qu'on a beau avoir les techniques, il n'y a rien à faire. Même si on dit qu'on ne manipule pas, même si on dit qu'on n'est pas partie prenante de l'idée, quelque part, on a une responsabilité. D'accord? Ouais, une petite phrase que j'adore, finalement, je l'ai fait mienne, hein, mais j'ai un client un jour qui m'a dit, voilà, c'est pas difficile. Hein. Si on réussit, ce sera grâce à nous. Mais si on échoue, c'est à cause de toi. D'accord? Et je pense que, voilà, quelque part, la responsabilité que vous allez porter fait que on ne peut pas être totalement neutre dans cette approche-là. Pas totalement. C'est pour ça que j'ai jamais voulu du titre de coach. Parce que j'ai pas de prétention sur la neutralité. J'essaye de faire émerger. Mais j'ai un de mes clients qui me disait un jour, on les invite en réunion de direction pour nous parler justement, une de mes collaboratrices, une associée, il dit comment ça s'est passé quand vous aviez travaillé avec Hubert? Et il se lève, il dit Hubert, c'est pas dur. À un moment donné, il s'est levé, il a dit je comprends rien à ce que vous dites. Donc je m'en vais, ça m'intéresse pas. Je les avais violés. Bon. Il dit c'est pour ça qu'on a travaillé avec vous. Parce qu'à un moment donné, il y a une prise de position. Bon. Est-ce que c'est une attitude de coach? Je ne sais pas. Voilà. En tout cas, c'est une expertise en management. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, vous voyez, la frontière est toujours très difficile. C'est pour ça que je vous dis, dans cette définition, et je trouve que c'est intéressant, vous dites on va ouvrir, mais c'est intéressant de se qualifier et d'essayer de comprendre
qu'est-ce que l'on va apporter. Voilà. Et quant à coach psy, alors là, c'est encore un autre débat. Et quand on juste une précision, moi en tant que coach, quand je démarre une mission de coaching, je ne sais pas forcément au départ ce que je vais apporter à mon client. Hein, mais c'est quelque chose qui, alors on parlait de co-développement, c'est clair, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Et des fois, on n'est absolument pas en connaissance de cause concernant le secteur d'activité du client, concernant un certain nombre de choses, mais néanmoins, on lui apporte ce dont il a besoin à ce moment-là, hein, enfin dans la durée, et on est à même de voir le progrès qu'il a, enfin le progrès, l'évolution qu'il a pu accomplir, et d'ailleurs il vous la renvoie cette évolution en général. Mais ceci dit, si vous l'analysez,